Monsieur Soral, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous. Alors, en mission spéciale confinement aujourd'hui, c'est de cette circonstance. On va parler évidemment du coronavirus. Mais tout d'abord, comment se passe votre confinement? Eh bien, je dois le dire, pour moi, ça ne change pas grand-chose, parce qu'en réalité, et c'est bien d'ailleurs que comme ça les gens se rendent compte de ce que je vis depuis quelques années, moi je suis confiné de fait depuis des années, puisque je ne peux pas sortir sans garde du corps, je ne peux pas me rendre dans des tas d'endroits, hein, que ce soit, je ne sais pas, le Trocadéro à cause des chalalas, ou Bastille à cause des bobos gauchistes. Donc je suis en fait relativement assigné à résidence. Je subis en permanence une pression policière de par les convocations directes ou même indirectes, juges d'instruction, tribunaux. Donc en fait, moi, ce confinement généralisé me satisfait personnellement parce que ça me met dans la condition de tous les autres, ou plutôt ça met tous les autres dans la même condition que moi. En plus, il y a un calme qui me permet notamment, là je travaille sur un livre, hein, je l'ai déjà annoncé, que j'aimerais sortir en février de l'année prochaine pour les 10 ans de la sortie de Comprendre l'Empire, qui est une sorte de suite et j'espère un approfondissement de mon Comprendre l'Empire. Et cette ambiance très calme, très France occupée, est très propice pour moi à l'écriture. Hein. Donc je vis très bien ce confinement et je rappelle par exemple que avant même le confinement, il m'arrive très souvent de rester 3 jours sans sortir de chez moi. Je fais ma gym chez moi, je lis, j'écris chez moi. Bon, je suis assez bien installé. Donc, ce confinement n'a pas changé grand-chose à ma vie et ça permet, je pense, à beaucoup de gens de comprendre ce que c'est que comment dirais-je, d'être assigné à résidence, puisque ça revient à peu près à ça pour tout le monde maintenant. La seule petite comment dirais-je, remarque que je ferais, c'est, quant à la différence, c'est qu'il n'y a plus de bistrot, quoi. Je ne peux plus aller manger au café comme je le faisais avant, ce qui m'oblige à faire la cuisine, ce qui n'est pas si mal. Les courses, il faut les faire de temps en temps. Et puis, à commander, à bouffer, et il y a encore Uber pour ça. Voilà. Avant même de parler du virus, c'est les premiers constats. Alors tout le monde, quand je regarde tout ce qui circule sur Internet, tout le monde a à peu près dit ce qu'il fallait penser globalement, mais par petits bouts. Ce que je vais essayer de faire, moi, c'est une synthèse, comme quand j'avais fait ma première allocution sur les gilets jaunes, je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'avais essayé de prendre la totalité de la question à bras-le-corps, et d'ailleurs, si vous vérifiez avec le recul, je ne m'étais pas trompé de beaucoup. Moi, mon petit plus, c'est la synthèse. Hein, j'essaye de ne rien laisser de côté. Alors, premier constat, effectivement, l'Europe n'existe pas. Quand je parle de l'Europe, c'est l'Union européenne. Hein. On voit que quand il y a une crise grave, puisqu'on est quand même dans une crise, quelle que soit l'interprétation qu'on lui donne, chaque pays s'est refermé sur lui-même, a pris ses décisions, et on savait déjà que l'Union européenne n'existait pas diplomatiquement ni militairement. Elle n'existe pas non plus sur le plan, je dirais, civique. Hein. C'est une bonne chose de le découvrir, puisque qu'est-ce qui reste de l'Union européenne, en fait? Des contraintes budgétaires, qui sont, on va le dire, notamment à l'origine de la destruction de l'hôpital public, qui est un des gros problèmes qu'on vit actuellement, et puis une monnaie surévaluée, qui est un Deutschmark habillé en euros, qui pénalise toutes les économies nationales au sein de l'Union européenne, sauf les Allemands, mais les Allemands se retrouvant avec que des débiteurs insolvables. Donc à un moment donné, on n'a finalement aucun avantage à l'Union européenne, à part une toute petite oligarchie dont on voit de plus en plus qu'elle est, comment dirais-je, prédatrice, au-delà même d'être, je dirais, parasitaire. Et puis après, bon, on abordera peut-être un sujet un peu plus dangereux sur une certaine densité communautaire. Hein. On redécouvre les bienfaits de la frontière, et surtout on découvre que les États de l'Union européenne, quand ils ont la trouille et qu'ils décident de fermer les frontières, ils le font très bien. C'est-à-dire que la passoire à migrants est donc bien une volonté on va dire de pourrissement des peuples et de pourrissement de la situation sociale par ce que certains appellent le grand remplacement, et que moi je préfère plus justement appeler le grand métissage, hein, et qui produit, on l'a déjà dit 10 fois, du chaos horizontal. Quand les pouvoirs centraux le veulent, ils peuvent du jour au lendemain et très virilement
c'est-à-dire très policièrement refermer les frontières. Donc là, on voit quand même le mensonge comment dire, les mensonges du pouvoir qui prétendent que les directives européennes empêchent de... Non, je veux dire, tout ça est de la décision politique, révocable à tout moment. Donc, je dirais que l'Union européenne, hein, cette Europe antinationale, est à poil en ce moment, grâce au moins au virus. C'est un des bénéfices de cette période. Hein. Il y a des types qui ont du mal en ce moment à se positionner. Le petit Glucksmann qui nous disait qu'il fallait absolument accueillir tous les migrants du monde. Hein. Là, ce qu'il dit, c'est cette situation actuelle vous fait découvrir ce que c'est que d'être un migrant. Bah, on s'en fout. Je veux dire, d'abord, on n'est pas des migrants, on est des natifs, des nationaux. Et c'est plutôt cette situation actuelle nous fait plutôt découvrir quel est l'intérêt du nomade parasite et du nomade prédateur, et que c'est radicalement pas celui du sédentaire producteur. Et c'est ça que la situation actuelle exacerbe, hein, cet antagonisme. Voilà. Alors après, je rappelle qu'on est 99% de sédentaires producteurs et que lui représente 1% de nomades parasites, et il représente même dans ces 1% les nomades parasites du haut qui manipulent les nomades parasites du bas qui vivent aussi, il faut le dire, une extrême souffrance. Hein. Là, c'est pareil, il faut toujours faire de la chronologie. Nos démocraties libérales libertaires se sont tournées progressivement vers le libéralisme sécuritaire, et aujourd'hui on le voit, le libéralisme autoritaire, et pas qu'un peu, parce que je fais remarquer qu'on circulait mieux dans Paris, notamment sous l'occupation allemande. On peut rappeler les 3 temps. Le premier temps, ça a été quand même le 11 septembre, et cette espèce de fable du terrorisme islamique. Il y a toujours, c'est pareil, il y a une réalité, et puis l'interprétation catastrophiste qui en est faite, et puis aussi les manipulations. On voit vraiment qu'il y a un rapport très profond, et ça résonne avec État profond, entre le coronavirus et le terrorisme islamique. Et si je veux le faire en 3 temps, on a eu le 11 septembre, le terrorisme islamique qui a justifié du Patriot Act, et même du Patriot Act à la française. Deuxième étape, pour monter encore dans l'État, enfin dans l'autoritarisme, on a eu le réchauffement climatique, avec là le baratin, il faut sauver la planète, et devant le salut de la planète, tout s'efface. Hein. Et le troisième stade, on y est, c'est maintenant, il faut sauver l'humanité, et là, c'est la totale, puisque confinement généralisé, blocage total de l'économie, et surtout état policier intégral, hein, puisque là, on n'est plus dans le complotisme virtuel ou le complotisme Internet. On vit le complotisme à l'échelle 1-1. Hein. Il suffit de voir qu'aujourd'hui, nous sommes obligés, sous peine de répression violente, hein, amende, puis même peine de prison, de rester chez nous à attendre les ordres. Tout ça est l'accomplissement du scénario que j'ai bien énoncé dans Comprendre l'Empire. Je rappelle, j'ai sorti en 2011, dont le sous-titre est « Demain, la gouvernance globale, on y est, ou la révolte des nations ». On n'y est pas, mais ça va venir, à mon avis, si le confinement forcé se prolonge comme ils le prétendent. Et je rappelle que les gens aujourd'hui vivent dans des petits appartements, beaucoup de familles monoparentales, des enfants très très mal éduqués d'un point de vue de la discipline, ce qui veut dire que déjà au bout d'une semaine, il y a quand même des tensions, puisque les gosses ont besoin de sortir et de s'amuser, les gens qui sont contraints au télétravail dans des petites surfaces avec des gosses qui hurlent à côté, ils pètent les plombs, les engueulades de couple forcément, les problèmes aussi quand on va se ravitailler, de risquer de se faire emmerder, soit par les flics, ce qui est insupportable, hein, soit par un connard, en général c'est une connasse qui vous fait remarquer que vous n'avez pas bien mis le masque, ou vous ne respectez pas la distance d'1,50 m, ils imposent de prolonger le confinement à je ne sais pas combien, 45 jours, on va avoir des émeutes, et pas que des émeutes en banlieue, parce que là aussi, il faudra parler quand même d'un traitement au nom de l'égalité républicaine qui est complètement absurde, c'est de traiter de la même manière les centres urbains, les banlieues et les campagnes. Hein. Il est évident que le confinement ne se justifie pas du tout dans les campagnes françaises, compte tenu du nombre d'habitants au kilomètre carré. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils font pour surveiller le mec qui va se promener avec son chien, le fermier qui va se promener avec son chien dans des zones désertifiées par l'exode rural. En banlieue, effectivement, il y a des tensions ethniques, des tensions sociales qui font que ces populations, c'est vérifiable, hein, c'est pas la peine de faire du politiquement correct, ont beaucoup plus de mal à obéir aux injonctions d'État. Voilà. On n'a rien à faire du confinement. Rien à faire.
Nous, on demande la police permanente. Donc on voit qu'ils ne vont pas se tenir tranquilles aussi facilement. Et puis donc il reste après on va dire les centres urbains. Alors après c'est toujours pareil. Dans les quartiers bourgeois, il n'y a pas besoin de beaucoup de présence policière. Et puis à mon avis, il y a beaucoup de dérogations. On a déjà vu que Zemmour, lui, se baladait assez facilement. En fait, on est un peu dans une situation, je dirais, Anne Frank inversée. C'est-à-dire qu'on est tous, nous, des Anne Frank, mais il y en a qui, évidemment, visiblement, on l'a vu sur Internet, avec l'histoire du Shabbat, peuvent circuler sans même avoir d'attestation. On est bien dans cette situation-là aujourd'hui, pour citer, comment dirais-je, un Cohn-Bendit, de majorité ultra persécutée par une minorité de plus en plus illégitime et je dirais brutale à mesure que l'immense majorité découvre son illégitimité. Cette épidémie qu'on appelle aujourd'hui pandémie, c'est une différence d'échelle je crois entre les deux, a commencé en Chine. Alors après, il semblerait que ce virus qui est un virus de synthèse, qui serait le collage de deux virus, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin il y a tout sur Internet quand même, aurait été fabriqué vers 2015, je crois, dans un laboratoire de niveau 4 aux États-Unis. Alors après, pourquoi il y a ce genre de recherche, je ne sais pas si c'est dans un but de progrès de la médecine ou dans un but de guerre bactériologique, c'est difficile à dire. Deuxièmement, est-ce que ce virus a été collé aux Chinois par accident? Je crois qu'il y a eu des Jeux Olympiques militaires en Chine avec des présences de soldats de pas mal de pays. D'ailleurs, les Français ont fini beaucoup mieux classés que les Américains. Mais il semblerait que le contaminé 0 ou 1, je ne sais pas comment on appelle, soit un soldat américain qui serait allé participer à ces épreuves sportives en Chine, là où a démarré l'épidémie. Donc, il y a des conjectures qui sont plus ou moins complotistes, mais qui peuvent être complotistes. Difficile de dire si c'est un accident, lié quand même à des manipulations d'apprentis sorciers, si c'est le résultat d'une guerre économique entre les États-Unis et la Chine est en train de prendre le leadership mondial, et peut-être que le seul moyen d'attaquer un ennemi d'1,3 milliard d'habitants, c'est peut-être la guerre qu'on appelle bactériologique, peut-être qu'on peut appeler virologique. Donc toutes les hypothèses sont sur la table. Ce qui est sûr, c'est que les Chinois ont pris cette épidémie très au sérieux, et ils ont fait une démonstration, je dirais, d'efficacité et de force de l'État central, qui a créé des hôpitaux de campagne instantanément, qui a fait de la détection massive, du traitement assez rapide. Les Chinois sont très bons en virologie, et on le verra plus tard, ils ont fait à peu près tout le contraire de ce que nous avons fait, nous, Européens. Quand je parle d'Europe, c'est les nations européennes majeures, France, Italie, Allemagne, Angleterre, etc. Et ils ont plus ou moins réglé le problème. Alors après, j'ai lu une thèse de Thierry Messant, parce que je regarde à peu près toutes les théories. Ce traitement très radical de l'épidémie peut aussi s'expliquer de manière politique. Il y a toujours un volet médical, on va dire, et un volet politique. Puisqu'on voit bien que le nouveau président chinois a un peu tourné le dos au nouvel ordre mondial et essaye de rejouer la carte de l'empire chinois, et qu'il y a des résistances régionales, et que aussi cette manière très militaire et brutale et efficace de gérer l'épidémie dans cette région était aussi une démonstration et une reprise en main politique. Pensez effectivement à comment Staline pourrait réagir à un moment donné, ou comment Mao a réagi à un moment donné au nom de la révolution culturelle chinoise pour reprendre la main. Donc il y a aussi dans cette gestion apparemment un peu radical et donc catastrophiste de la question, il n'y a pas qu'un volet qui démontrerait la gravité de l'épidémie, il y a aussi un pouvoir chinois qui a changé, c'est-à-dire la présidence à vie pratiquement du nouveau président, et qui a fait une démonstration de force pour mettre au pas une région peut-être un peu dissidente. Ça, c'est la thèse de Messant, et elle est très intéressante. N'oubliez pas que la Chine, comme les États-Unis,
même c'est comme la Russie, qui sont des pays avec une dimension impériale, ou même l'Iran, ne sont pas des pays monoblocs politiquement. Nous, on a tendance à se dire, la Chine sait, les États-Unis sait. On voit bien qu'aux États-Unis, il y a le pouvoir profond et Trump qui se bat contre tout en faisant des concessions, etc. C'est complexe et composite. En Chine, c'est pareil, hein. C'est pas monolithique. La manière de réagir par rapport à une épidémie virale est liée aussi aux spécificités du pays. Ça il faut pas l'oublier. La Chine est un pays surpeuplé, hein, c'est un pays de promiscuité. Pour ceux qui voyagent en Chine, moi j'y suis déjà allé, en dehors de périodes épidémiques, vous voyez dans les transports en commun et dans la rue, où c'est incroyablement dense, des gens qui portent des masques. Dès que quelqu'un est un peu malade, il porte un masque. En France, on n'a jamais vu ça. Et c'est d'ailleurs un peu inquiétant. Mais ça existe tout le temps en Chine depuis sans doute des années. La dernière fois que j'y suis allé, puisque j'ai transité par Pékin pour aller en Corée du Nord, il y avait des gens avec des masques dans les transports en commun, à la gare, à l'aéroport, etc. Donc les Chinois ont une gestion très dure d'une épidémie parce qu'ils ont une très forte concentration de population. C'est évident à comprendre. Si vous regardez la Russie, la problématique est exactement l'inverse. D'un côté, vous avez 1,3 milliard, peut-être même 1,5 milliard d'habitants sur un territoire, et de l'autre côté de la frontière, vous avez 150 millions d'habitants sur un espace 2 fois plus grand, hein, je crois. Bon, même s'il y a des zones inhabitables. Mais donc, la gestion de l'épidémie par les Russes n'est pas du tout la même. Elle est la même dans on va dire Moscou, Saint-Pétersbourg, mais il y a des tas d'endroits où, de toute façon, une épidémie, compte tenu du climat et de la densité d'habitants au kilomètre carré, n'a aucune chance de se répandre. Donc c'est pareil. Réfléchissons toujours avec je dirais ce que j'appelle, c'est un des sujets de mon prochain livre, de la logique concrète et pas de la logique formelle totalement abstraite. Un virus ne se répand pas de la même manière en Chine qu'en Russie, en ville, qu'en banlieue, compte tenu de l'incivilité générale, et qu'à la campagne. Vous voyez, moi, dans la synthèse que je fais, c'est j'essaye de vous donner, c'est ce qu'on me demande, le plus d'éléments possible pour penser intelligemment. Et penser intelligemment, c'est le contraire de la pensée hystérique et de la pensée émotionnelle, qui fait que récemment, j'ai demandé à un membre pourtant éminent d'égalité et réconciliation de partir et de reprendre ses billes, parce que je pense que l'hystérie et l'émotionnel, quand il n'est pas contenu, n'est pas compatible avec la pensée rigoureuse. Voilà. Et nous, on est là pour penser. Eh bien, la gestion en France est calamiteuse, à l'image du pouvoir français et de ce que subit la France depuis des années, à l'image de son président. Il suffit de comparer le président chinois, le président russe et Macron, et on voit que la France est en voie d'effondrement terminal. Ça se voit, pas que par lui, il faut voir comment elle s'appelle, celle qui représente le gouvernement, là, l'espèce d'africaine en pyjama, Chiappa, enfin je veux dire, on est dans l'effondrement intégral. Personnellement, j'ai honte de cette représentation de la France, et j'espère qu'au moins cette crise du coronavirus permettra à un moment donné, je dirais, un saut révolutionnaire, hein, parce que si on n'en arrive pas là, la France est réellement en voie d'effondrement terminal. Hein. C'est ça qu'il faut bien réaliser. Je pense que grâce à la crise actuelle, les gens le réalisent pas mal. Hein. Ce qui est, à mon avis, scandaleux, c'est la gestion de l'épidémie. Dans un premier temps, le gouvernement nous a dit qu'il n'y avait pas de problème. Ils ont même fait une démonstration. Le couple présidentiel va au théâtre. Buzyn nous dit que c'est très peu dangereux. On fourgue les masques. On se débarrasse des masques alors que normalement il faudrait avoir les stocks. Il semblerait que si on suit l'exemple efficace des Chinois, des Sud-Coréens, qui ont montré qu'ils avaient été capables de juguler une épidémie alors qu'ils ont une très forte densité de population, comme je vous le dis. La stratégie rationnelle, intelligente et qui correspond à la médecine moderne, c'est pas le confinement à l'aveugle généralisé, mais la détection systématique des positifs, leur isolement sélectif et leur traitement immédiat et très tôt, hein, puisque c'est là qu'on peut traiter pas cher, avec des dégâts qui sont pas trop graves sur le plan pulmonaire, et surtout qui ne demandent pas des équipements énormes. On a cette solution qui est proposée par un virologue de premier plan en France, qui s'appelle le professeur Raoult, qui n'est pas à Paris, mais qui est à Marseille, ce qui déjà, on voit bien qu'il y a une lutte entre, on va dire, le peuple derrière Raoult, peuple du bon sens, et puis le gang Buzyn, Lévy et toute la clique, qui représente Big Pharma, le nouvel ordre mondial et la communauté parasitaire et prédatrice qui
qu'on retrouve à peu près dans tous les problèmes à chaque fois, que ce soit les problèmes de dette bancaire, problèmes d'immigration et de mixité forcée, problème de destruction de l'éducation nationale, problème de disparition des libertés publiques par la réintroduction, comment dirais-je, du délit d'opinion, etc. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'au lieu de prendre le taureau par les cornes et de faire comme le professeur Raoult le préconise, comme l'ont fait les Coréens et comme l'ont fait les Chinois, efficacement. Donc on a la preuve que ça marche. Parce que là, on n'a pas besoin de faire des évaluations de 6 semaines, sachant que la progression du virus, compte tenu de l'attitude qu'on a eue au début et du retard qu'on a pris, elle est pour l'instant exponentielle. Donc c'est-à-dire attendre 6 semaines pour mettre en place le traitement à l'hydrochloroquine, par exemple, c'est jouer la carte de l'extension exponentielle de la pandémie. Et là, on pourra peut-être faire remarquer que l'oligarchie a un double intérêt à la pandémie. D'abord parce qu'eux ne veulent pas un traitement par l'hydrochloroquine qui est pas cher, hein, et qui est déjà disponible et sur lequel il n'y a pas de pognon à gratter. Eux, en tant qu'agents de Big Pharma, veulent aller vers un vaccin vendu cher et obligatoire, et avec peut-être même puçage à la clé. Et puis que d'autre part, il y a encore un volet encore plus dégueulasse, c'est ce qu'on a appelé les pandemic bonds. C'est qu'en fait, il y a un enjeu de pognon. La Banque mondiale émet ses obligations pandémiques, achetées par des investisseurs, hedge funds, fonds de pension, gestionnaires d'actifs. En échange, ils encaissent jusqu'à 12% d'intérêt. Intérêt versé par des pays donateurs. Durée de ces obligations, 3 ans. Elles arriveront à échéance le 15 juillet 2020. S'il n'y a pas de pandémie d'ici là, les investisseurs touchent les intérêts et récupèrent en plus leur mise de départ. S'il y a une pandémie, le versement des intérêts est stoppé et l'investisseur perd sa mise de départ qui sera reversée en partie aux pays qui en font la demande. Jusqu'ici, le système profite aussi, voire surtout, aux investisseurs. Ils ont d'ores et déjà touché une centaine de millions de dollars d'argent public sous forme d'intérêts. Leur mise de départ, par contre, n'a pas été entamée. Malgré plusieurs crises épidémiques, notamment d'Ebola, jamais aucun centime de ces pandemic bonds n'a été débloqué. Pourquoi ? Parce que le diable se cache dans les détails de ces 386 pages de clauses complexes. Alors là, c'est un peu complexe. Allez sur Internet, on mettra les liens. Vous verrez donc, je le dis clairement, dans la gestion catastrophique, pour parler de l'État français, on parlera après de la situation spécifiquement italienne, la manière dont le pouvoir français gère la pandémie par le confinement généralisé, à l'aveugle, sans discernement et sans traitement efficace et sans traitement rapide, compte tenu du fait que les hôpitaux qui ont été détruits, je rappelle, par les règles de l'Union européenne, sont forcément immédiatement saturés et que les services publics sont en lambeaux et qu'on ne peut pas faire face, le pouvoir joue objectivement, la carte de l'extension de la pandémie et la destruction de l'économie. Et quand on parle de destruction de l'économie, c'est destruction de l'économie d'abord des PME, hein. Parce que même si on nous parle après de renflouer, on voit bien déjà qu'il y a de la création de faux argent, la BCE se met à faire comme fait la Fed, fabriquer des centaines de milliers de dollars sortis de nulle part. On sait très bien que par le too big to fall, ce qui sera renfloué dans un premier lieu, c'est les banques, qui sont, je le rappelle, en faillite de terminale depuis 2008. Donc on voit bien aussi là que la pandémie permet d'habiller d'une cause virale un effondrement économique qui était en train de s'effectuer maintenant même, hein. Défaut de paiement de l'État libanais, guerre des pétroles. Et ça, il suffit de regarder les vidéos de Jovanovic, hein, ça fait des années qu'il annonce que nous n'avons pas répondu, enfin les États, le pouvoir au-dessus des États n'a pas répondu rationnellement à la crise de 2008, et que cette crise ne fait que s'aggraver par l'injection de faux argent, et qu'à un moment donné, on est dans un phénomène de bulle qui doit forcément péter, avec une nécessité de ce qu'on appelle un reset terminal, c'est-à-dire que l'économie réelle est en contraction depuis des années, il suffit de regarder le nombre de magasins fermés et qui ne trouvent pas repreneurs dans les beaux quartiers de Paris, hein, il y en a plein, donc ça c'est un signe objectif, et qu'à un moment donné, il va falloir remettre en rapport la bulle financière et la contraction réelle de l'économie qui se poursuit et s'aggrave depuis 2008. Ça veut dire à un moment donné qu'il y a une disparition immédiate de richesses, peut-être de 30% des richesses numériques annoncées mondiales, hein. Et là, on peut se dire que ce virus sert aussi à ça, hein. Et si on va aller encore un peu plus loin dans le complotisme vicieux, et je pense qu'on peut y aller, tuer l'économie en France, comme d'ailleurs en Italie, c'est tuer les PME. Tuer les PME, c'est tuer la classe moyenne. Tuer la classe moyenne, comme je l'ai dit dès le début des Gilets jaunes, c'est tuer les Gilets jaunes à potentialité révolutionnaire. Rappelez-vous la fin de la République de Weimar, ce qui s'est passé dans les années 30. La classe révolutionnaire, c'est la classe entrepreneuriale, c'est la classe moyenne, hein. Et pour l'instant, les Gilets jaunes n'ont pas été super efficaces parce qu'ils ont été d'abord
un mouvement de déclassés sociaux, c'est-à-dire de petits salariés et même de sous-prolétaires, et qu'ils ont été très vite pourris par du parasite pur, c'est-à-dire de l'étudiant et du black bloc. Et j'ai toujours dit, la phase révolutionnaire, c'est quand ce prolétariat gilet jaune s'allie à une classe moyenne gilet jaune. Or, de jouer la destruction de la classe moyenne, d'ailleurs, c'est reculer pour mieux sauter, et c'est à double détente, c'est peut-être foutre en l'air une classe qui est sur le point de se révolter contre le pouvoir profond français. Hein. Alors peut-être que là, l'oligarchie, qui elle est très liée à la multinationale mondiale et au système bancaire, qui eux se sauvent parce que c'est eux qui profitent de la fabrique de faux argent, se disent il faut tuer la classe moyenne avant qu'elle ne nous tue. Vous voyez, il y a toutes ces dimensions d'analyse qu'il faut mettre en coordination, et toutes ces pistes sont possibles. Hein, voilà. Alors, entre le peu complotiste, qui veut dire on est dans le n'importe quoi généralisé parce qu'il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus d'élite, et la situation est le reflet d'un effondrement, ou alors, si on pousse le curseur de l'autre côté, l'ennemi et nos dominants savent ce qui se passe, ont très peur en fait de la colère légitime du peuple et de se les prendre dans la gueule, et en ce moment ils massacrent le peuple en jouant la carte de la pandémie, la carte de la destruction de l'économie et des classes moyennes, pour affaiblir au maximum un peuple qui à un moment donné va se retourner contre eux. Hein. Voilà, je pense que ça ne peut pas être plus clair. Hein. Les médias, de toute façon, ont une fonction, je dirais, intrinsèquement catastrophiste, parce qu'ils vivent de la catastrophe. Donc, à un moment donné, on a un problème, c'est qu'il n'y a plus de différence entre les politiques et les médias. On voit même que les politiques sont totalement soumis aux médias, pour des tas de raisons qu'on peut expliquer. Et en fait, les médias nous vendent systématiquement une lecture catastrophiste de la situation, puisque ça fait du spectacle. Interviewer une infirmière, comment dirais-je, complètement débordée dans un service où il n'y a que des super contaminés, c'est comme quand vous voulez montrer la guerre, donner le micro à un soldat qui est au front depuis 12 heures, et qui est blessé et qui risque sa peau. Vous n'aurez pas la même vision que si c'est fait par les généraux et les stratèges qui vous disent en gros comment se passe la guerre avec du recul, de la stratégie, etc. Donc je n'ai rien à reprocher aux infirmières, mais si vous ne montrez que des infirmières et des hôpitaux saturés, vous avez l'impression qu'on est dans World War Z, un film catastrophe. Hein. Or, le sérieux de l'analyse de la situation, c'est les chiffres, même si les chiffres sont à interpréter. Et pour ça, je vais m'appuyer quand même sur un précédent. On nous a habitués à une lecture complètement hystérique et émotionnelle de la statistique en France, sur deux sujets. Le sujet de la mortalité automobile, qui permet un incroyable racket des automobilistes, en nous disant que c'est une catastrophe parce qu'il meurt encore 5000 automobilistes par an. Je rappelle qu'en 75, il en mourait 15 000, et qu'en 75, on était 50 millions ou 55 millions et pas 65 millions. Donc on est de plus en plus nombreux à rouler sur les routes, et il meurt 3 fois moins de monde qu'il y a 30 ans où on était peut-être 30% de moins d'automobilistes. Et ça induit quelque chose, c'est que on nous habitue à l'idée qu'un mort est quelque chose correspond à une défaillance du système. Hein, c'est-à-dire que le but, notamment de la prévention routière, en gros, c'est on arrêtera de vous racketter quand on en sera à 0 mort. 0 mort, c'est impossible. L'homme est fait pour mourir, l'homme est mortel, et la mort est le chemin naturel de la vie. Hein, voilà. Et ça, là, on a un problème, je dirais presque idéologique et religieux. Et autre aussi manipulation statistique, émotionnelle et débile, où d'ailleurs Ségolène Royal avait joué son rôle, c'est la statistique féministe. On voit bien que l'hystérie et les femmes, ça a beaucoup à voir. Hein. Infirmière, femme, hystérie, Ségolène Royal. Quand Ségolène Royal nous disait une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, elle faisait croire, et elle avait même cru elle-même, que chaque femme de France risquerait d'être assassinée par son conjoint tous les 3 jours. Alors qu'en fait, ça veut dire que sur une population de 65 millions d'habitants, il est assassiné en France, dans le cadre d'un crime passionnel, homme tuant une femme, 100 de femmes. Ce qui est infime, si vous mettez un 0,000. Hein, ramener 100 morts sur une population, alors après, il faut faire de la statistique, combien de femmes en âge d'être en couple, etc., etc. Mais vous verrez que c'est insignifiant. C'est-à-dire que d'être tué par son conjoint est sans doute la cause de mortalité
la plus faible de toutes les causes possibles de mortalité pour une femme. Voilà. Alors maintenant que j'ai introduit ce sujet de la manière dont on a hystérisé par les médias, par la féminisation et la gestion émotionnelle de tout, qui est le contraire de la pensée, le domaine de la statistique, on arrive à terrifier les gens sur des chiffres qu'on nous balance sur le coronavirus, bon ben, je ne vais pas vous les ressortir, mais qui font toujours abstraction de comment ils doivent être mis en relation avec des chiffres, eux, qui sont je dirais, les chiffres masses. D'ailleurs, on a la même chose en économie. Quand j'étais encore jeune, quand on parlait des revenus dans un pays, on disait je sais pas quoi, un Indien gagne tant de dollars par mois, on le mettait immédiatement en corrélation avec le coût de la vie et son pouvoir d'achat. Parce que sinon, on se dit, comment fait un pauvre con de Vénézuélien pour vivre, et pourquoi ne fait-il pas la révolution alors qu'il vit avec 50 dollars par mois? Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que si un Vénézuélien découvre qu'un étudiant, pour louer une chambre de bonne, paye 700 dollars, lui, par mois, il se dit exactement de la manière, comment se fait-il que les Français ne font pas tout de suite la révolution, hein? Voilà. Donc, on a cessé de mettre en corrélation depuis des années dans le journalisme le revenu avec le coût de la vie et le pouvoir d'achat. Ce qui prouve bien qu'on est dans une gestion stupide, émotionnelle et hystérique des chiffres. Or, on est dans un monde, c'est un des sujets de mon prochain livre, un monde qui n'existe que par les chiffres, hein. Le monde est un monde entièrement mathématique, mais déversé à des gens qui ne comprennent rien en mathématiques, et on fait en sorte c'est la phrase, on peut tout faire dire aux chiffres, on les manipule par de la statistique stupidement interprétée. Et là, on mettra un tableau assez complet après mon intervention. Je vais rappeler quand même, pour calmer les hystériques et ramener les statistiques qu'on nous balance tous les jours et qui sont relativement vraies d'ailleurs, hein, mais pour qu'on les interprète intelligemment, qu'en France, nous comptons par an 600 000 décès. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, tous les ans en France, il y a 600 000 personnes qui meurent. Ça peut être plus ou moins, hein, mais voilà, on est l'ordre de 600 000. Et le problème d'ailleurs, c'est d'équilibrer ces décès par les naissances, hein. On a un problème de déficit de naissance. Voilà. Je rappelle après qu'il meurt dans le cadre d'accidents domestiques en France, c'est-à-dire toutes sortes d'accidents, glisser dans sa salle de bain, tomber dans l'escalier, il meurt 20 000 personnes en France par an d'accidents domestiques. Et il meurt par ailleurs de problèmes respiratoires, quoi qu'il arrive, grippe, pas grippe, pneumonie, pas pneumonie, 40 000 personnes par an, hein. Donc après, vous ramenez à combien ça fait par jour, et puis vous verrez que les statistiques qu'on nous balance sur le coronavirus, d'un seul coup, sont assez faibles. Alors que, évidemment, si on vous dit hier 300 personnes sont mortes, on dit ça y est, c'est en gros la peste noire qui revient. Alors qu'en fait, ceux qui nous manipulent ont plutôt peur du retour de la peste brune, hein, si je veux faire du jeu de mots. Voilà. Et je rappelle aussi que la grippe, en moyenne en France, fait 10 000 morts par an. Hein, alors évidemment, il y a des années à 5 000, d'autres à 15 000, mais quand il meurt 10 000 personnes par an de la grippe, c'est normal. Voilà. Et d'habitude, on n'en parle pas. Hein. Et effectivement, la grippe aussi dans le monde, la grippe saisonnière, hein, c'est 500 000 personnes par an. Oui, j'avais oublié le dernier chiffre. La grippe, donc je vais le redire, la grippe, quoi qu'il arrive, chaque année dans le monde, qu'elle soit là ou pas là, parce que finalement, mais si elle n'est pas là, elle sera plutôt là, etc., c'est 500 000 morts par an. Donc je ne crois pas pour l'instant que la pandémie du coronavirus est faite. Bon, même si on est peut-être qu'au début, bien qu'on est au début chez nous, mais à la fin, en Asie, il semblerait, même si il est possible qu'il y ait des rebonds, on ne sait pas. Alors après, en plus, si c'est des virus de synthèse et que c'est une guerre bactériologique, le danger, c'est que si l'État profond américain joue à ce petit jeu pour essayer de maintenir la domination impériale des États-Unis dans une période où ils n'ont plus aucun moyen autre que délinquant de maintenir ce qui était, après la Deuxième Guerre mondiale, la Pax Americana, qui avait un sens, on va dire, Pax Americana, hein, celle-là on est dans la War Americana, effectivement il peut y avoir tous les rebonds possibles, hein. Si dans le Maryland on a fabriqué des tas de virus composites de synthèse qu'on peut balancer comme on veut, il suffit de regarder je sais pas, les films de très bonne facture là, hollywoodiens nous parlent de ça. J'ai regardé hier encore un film, là, comment il s'appelle Alerte, Contagion. Non, avec qui est du MK Ultra, mais dans le genre espion tueur. Non, c'est le... Manchurian Candidate. Non, ils en ont fait 3 de suite, là. Ah, Bourne. Ouais, voilà. La mémoire dans la peau. J'ai encore regardé hier une rediffusion de Jason Bourne. Jason Bourne, si vous regardez bien, ça parle que de ça, hein, de laboratoire, d'apprentis sorciers, avec des travaux de la CIA hors de contrôle de l'État légitime. On remarque que quand même Hollywood nous habitue toujours à accepter ou à supporter, en fait, les théories les plus complotistes, et en fait à les valider d'une certaine manière, puisque les meilleurs films américains sont souvent la mise en scène
de théories complotistes, que ce soit en espionnage. D'ailleurs, c'est souvent fait par des anciens espions qui sont passés au roman, comme John le Carré, etc. Et si vous regardez les meilleurs films on va dire de science-fiction américains récemment, ils intègrent tous, que ce soit d'ailleurs l'homme sur la Lune et certains sujets gênants, que la possibilité de mensonges d'État, et de mensonges d'État profond. Ils l'intègrent tous, même comme fond de sérieux de leur film. Sur Jason Bourne, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est qu'il y a un État profond qui fait n'importe quoi, et puis des types issus de cet État profond qui s'émancipent par sens civique, hein, c'est toujours pareil, qui deviennent des héros, parce qu'ils se mettent à lutter contre. Et là, on est bien dans les lanceurs d'alerte. Donc, ce complotisme en fait, est partagé relativement universellement, et même le meilleur moyen, quelque part, de le désamorcer, c'est quelque part de le partager de façon soft. Hein. Je pense que c'est à ça que sert Hollywood. Alors là, oui. Alors là, ça devient de plus en plus clair que pour les gens qui me traitent de complotiste ou de monomaniaque. On a quand même, je dirais, le gang Buzyn, Lévy et Bauer, il ne faut pas oublier, parce que je rappelle que la communauté de Lumière, dont on n'a pas le droit de parler, détient, ça s'est fait progressivement à partir des années Mitterrand, et j'ai vu s'accomplir cette prise de pouvoir systématique, que ce soit d'ailleurs dans le milieu du spectacle, de la médecine, de la politique, de l'économie, c'est général, hein. On voit bien aujourd'hui que nous avons d'un côté le gang Buzyn, Lévy, Bauer, hein, parce que je rappelle que c'est Bauer là, qui décide en gros de la stratégie, on va dire, politico-policière de la France. Je rappelle qu'il est de la communauté, évidemment, ancien grand maître du Grand Orient, donc c'est vraiment un agent impérial intégral. C'est pas du tout, pour reciter encore Cohn-Bendit, quelqu'un qui représente la majorité française, et ce que j'appellerais la majorité du producteur séducteur, du producteur sédentaire, du cochon de payant et du gaulois. Hein, voilà. Je vais quand même citer les gens aujourd'hui qui ont en charge la médecine d'État. Hein. Nous avons donc Lévy, Buzyn, Hirsch, Gage, Doré, Jacob, Salomon, enfin je veux dire c'est la liste de Schindler. Hein. Et eux visiblement sont tous des agents de ce qu'on appelle Big Pharma, c'est-à-dire le lobby pharmaco-chimique, en plus d'être des agents du Nouvel Ordre Mondial, et on voit effectivement que leur but est quand même double, faire du pognon sur le dos du peuple français, soumettre le peuple français, voire même l'affaiblir par le nombre de morts. Hein. Voilà, parce que ce peuple français, on le voit, par le soutien massif que rencontre le professeur Raoult, le peuple français commence à gronder, est en colère, et s'il commence à gronder après une semaine de confinement, je ne vois pas ce qui va en être quand on va nous annoncer, quand le pauvre Macron, qui est lui un otage entre la colère populaire, ce qu'on appelle ses élus, et les maîtres oligarchiques incarnés très très bien par Attali. Je rappelle qu'Attali nous a bien dit qu'à un moment donné, si le nouvel ordre mondial ne pouvait pas passer par la mondialisation heureuse, il pourrait passer par la pandémie. Il l'a écrit, il ne faut pas oublier, hein, on y est. Hein, voilà. Donc quand Macron, pris en otage, je dirais, entre Attali et Soral, hein, pour montrer les deux extrêmes, sera obligé d'annoncer qu'on prolonge le confinement total, donc la destruction de l'économie française, et notamment des PME, à 45 jours, ça va péter. Je veux dire, surtout si on demande aux forces de police de se comporter avec la totalité de la population française comme on les a forcés à se comporter avec les Gilets jaunes. Emprisonnement, violence, etc. Sans compter qu'eux-mêmes sont exposés aussi à l'expansion de la pandémie, puisqu'ils sont en permanence au contact. Et je rappelle que quand un représentant de l'ordre, comment dirais-je, vous sanctionne, il n'est pas dans une distance réglementaire de plusieurs mètres. Hein. Il est potentiellement en train de vous coller le virus ou de le choper. Moi, c'est ce que je ferai remarquer comme argument à toute personne qui se fait emmerder demain par un flic, c'est s'il vous plaît, n'approchez pas plus près. Ou alors vous dites je suis positif et vous lui éternuez à la gueule. Hein. On rigolera. Donc jusqu'où les policiers vont accepter de jouer ce rôle dégueulasse contre la population française et même contre eux-mêmes. On a relayé, et on a vu sur Internet et on a relayé des choses qui étaient vraies, c'est qu'à un moment, on donnait des ordres radio à des policiers de ne pas porter de masque, ce qui quand même paraît assez délirant, vu qu'ils sont en contact de la population. J'ai remarqué aussi, moi, quand j'allais faire mes courses au Monoprix, que les caissières n'avaient pas de masque. C'est quand même incroyable. Alors par contre, la caissière africaine qui n'avait pas de masque me disait reculer quand je mettais mes trucs sur le tapis. Le tapis, il fait pas 15 mètres de long. Hein. Quand on est 3-4 à la caisse, on est les uns derrière les autres. Et elle, je vais pas dire cette conne, hein, mais on l'avait bien appris, alors qu'elle touche quand même
un demi-SMIC, je ne sais pas combien elle est payée, la Zaïroise ou la je sais pas quoi, et tout ce qu'elle faisait, c'est aboyer, reculer, alors qu'elle était effectivement dans la certitude d'être positive dans un délai assez bref, vu qu'elle côtoie quelqu'un qui lui parle, qui lui crache à la gueule, et puis avec tous les problèmes de toucher ce que les gens ont touché, le truc de la carte bleue, qui d'ailleurs, ils avaient dit qu'ils allaient la monter à je sais pas combien d'euros pour qu'on soit pas obligé de pianoter sur les touches. Ça n'a pas été fait, je crois. Hein. Je l'ai fait remarquer. On est toujours à 20 €. Alors que ça serait une option à prendre directement, c'est qu'on soit pas obligé de pianoter sur les touches jusqu'à 100 €, par exemple. Vous voyez. Donc, on n'est que dans des gestions totalement absurdes. Et je dirais très très rapidement insupportable compte tenu de ce qu'est le peuple français, de ce à quoi on est habitué en termes de liberté. Hein. Passer du libéralisme libertaire au libéralisme, je dirais, concentrationnaire. Hein. Parce que je le rappelle une fois de plus, on circulait mieux dans Paris sous l'occupation allemande. Je ne vois pas comment les Français, malgré la gestion volontairement catastrophiste et hystérique des médias, hein, on a BFM, etc., qui jouent le jeu effectivement de l'oligarchie parasitaire et prédatrice, je ne vois pas comment on peut tenir 45 jours. On va vers des émeutes. On va forcément vers des émeutes. Je vois déjà que même un type comme Gassio, qui n'est pas super rebelle comparé à moi, vient de lancer, je crois, une sorte de pétition en ligne pour appeler le peuple à s'en prendre au pouvoir. Alors au pouvoir réel et au pouvoir profond, ça vient assez vite, hein, le pouvoir profond. Hein. Buzyn, Lévy et toute la smala, hein. De plus en plus, comment dirais-je, ça se rapproche. On sait ce qu'incarne Buzyn. Je crois que Buzyn, c'est le gang Simone Veil, hein, je le rappelle. Elle a fait tout son CV là-dessus. Sa seule légitimité, c'est de faire partie de la panthéonisée Simone Veil. Je rappelle pour qui je me retrouve en procès, parce que j'ai rappelé qu'on mettait au Panthéon une avorteuse qui était aussi impliquée dans le trafic d'organes, des organes français vers Israël. Hein, c'est quand même pas rien, là. Oui, elle a évolué et elle intègre maintenant la possibilité de se mettre à disposition gracieusement pour de formes de travaux d'intérêt généraux. Cette évolution montre bien qu'il va être intégré bientôt les réquisitions. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on oblige au confinement et qu'on fait tomber l'économie réelle, on va voir qu'au nom de la nécessité, au nom de la générosité, on va passer du bénévolat à la réquisition pure. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, on va réinventer le chantier de jeunesse, hein, mais sans Pétain, malheureusement. Parce qu'au moins là, c'était, on va dire, dans l'intérêt du peuple de souche. Hein. On peut très bien voir l'évolution, je veux dire, étape par étape, à mesure que le confinement va se prolonger, de toutes ces, comment dirais-je, cette dictature. Et cette dictature qui fera qu'à un moment donné, on ne pourra plus rien acheter, on aura droit à des bons, des tickets de rationnement, on sera obligé de donner du temps de travail au nom de la solidarité. Ceux qui voudront ne pas le faire, on enverra la police ou l'armée les chercher. Hein, et les médias, genre BFM, nous montreront bien les récalcitrants, les mauvais coucheurs comme moi, les héros du travail volontaire. On aura un stakhanoviste bien choisi qui sera une connasse, en général, féministe, hein, qui validera toutes les conneries, virus, réchauffement climatique, terrorisme islamique et tout ce que vous voulez. Je peux vous écrire, moi, si on se met autour d'une table à plusieurs en rigolant, je peux vous écrire l'évolution du scénario. Si on n'y met pas un terme de façon, je dirais, révolutionnaire, ça peut aller, je dis pas très loin, ça peut aller absolument jusqu'au bout. On peut aller jusqu'au camp de concentration. Je rappelle que le camp de concentration peut tout à fait se mettre en place. Je rappelle que la Troisième République a mis en place les camps de concentration qu'a récupéré Pétain après. Hein, faut le rappeler, hein, les premiers qui les ont créés, c'est le gouvernement du Front Populaire, hein, qui a créé les camps de concentration, qui sont pour mettre hors d'état de nuire des agents de subversion ou des agents pathogènes. On peut prendre le pathogène dans tous les sens du terme. À la limite, on peut venir, moi, pas demain, mais après-demain, me chercher et me foutre dans... On peut aussi, d'ailleurs, me faire disparaître, hein, parce que en ce moment, le pouvoir peut absolument tout se permettre. Mais mettre les types comme moi qui ne marchent pas dans la combine, dans des camps qu'on appellera autrement. Hein, ça me fait penser au petit dessin animé sympa, là, américain, là, comment ça s'appelle ? Oui, tout a déjà été énoncé dans South Park aussi, hein, faut voir. Hein, et où je serais rééduqué, hein, au décomplotisme, avec, je pense que Monsieur Reichstag, par exemple, on voit bien qu'en ce moment il écope, hein, pour essayer de détourner le regard de la communauté qui semble être responsable de pas mal de choses. Je subirais même peut-être les cours, je
je sais pas comment dire, les séminaires forcés de M. Reichstag pour me décomplotiser. Je peux savoir ce que tu dessines? Un ours. Un ours? Un ours n'a aucun rapport avec le fait d'accepter les gens de races différentes. Voilà, et me ramener dans la bonne ligne. Tout ça, étape par étape, est absolument possible, vu la direction que ça a pris, vu aussi à quelle vitesse on est sorti de l'état de droit en réalité, là, parce que je pense qu'il y a même des mesures qui ont été prises qui sont illégales en termes de ce qu'on appelle de droit constitutionnel. Hein. Je pense que je fais travailler mon avocat là-dessus. Certaines mesures sont ouvertement illégales. Hein. Voilà, suppression des libertés individuelles parfaitement injustifiée. On est déjà de toute façon dans de la dictature, mais c'est de la dictature au nom du bien. Je rappelle que toutes les dictatures sont toujours au nom du bien, hein. Même celles qu'on décrit comme dictature avec le recul. Joseph Staline n'a jamais prétendu régner sur l'URSS au nom du mal, hein, et faire le mal à ses populations, jamais. Donc de toute façon, toute dictature est toujours au nom du bien et ne se présente jamais comme une dictature. Donc celle-là, qu'on est en train de subir, on en est au début, a exactement le même visage que toutes les autres, hein. C'est tout. Alors la situation italienne est intéressante, au même titre que la situation française, parce qu'elle permet d'additionner le côté médical et le côté politique. Alors on remarque que la situation italienne est la situation la plus désastreuse. Alors ça vient aussi du fait qu'il n'y a pas une Italie, mais on va dire qu'il y en a deux, voire trois. Il y a l'Italie de Milan et de la Lombardie, qui fonctionne selon les standards de développement de la France, de l'Allemagne. Il y a la situation médiane, qui est la situation romaine, et puis après il y a tout ce qui est au-dessous de Rome, où je veux pas être méchant, mais c'est le Maghreb. Hein. Enfin, là il y a pas moyen. Les services publics, l'État, qui est d'ailleurs l'État italien, c'est un sujet de plaisanterie constant depuis toujours, n'a pas les moyens de lutter contre quoi que ce soit. Donc c'est pour ça d'ailleurs que dans un premier temps, la Lombardie, qui est le poumon économique de l'Italie, a été isolée, hein, du reste de l'Italie, sans doute peut-être pour sauver ce qui peut être sauvé, j'en sais rien. On voit bien d'ailleurs que la Ligue du Nord est sécessionniste en permanence, exactement comme l'est en Espagne Barcelone et la Catalogne, hein, voilà, parce que c'est un peu la même chose. Voilà. On constate que la gestion italienne du virus a été la plus catastrophique, d'ailleurs à la française, c'est-à-dire confinement aveugle généralisé et mise à l'arrêt total de l'économie. Alors, on peut quand même constater que cette décision est prise par le pouvoir de Rome, c'est-à-dire le pouvoir de Comté, qui correspond en fait à la tradition de ce pouvoir profond qui est complètement sous contrôle, on va dire, gladio, loge P2, c'est-à-dire otanesque États-Unis. Et que, quelque part, ça punit la Lombardie, et la Lombardie, c'est Salvini, c'est la Ligue du Nord, qui aujourd'hui essaye de s'émanciper de ce pouvoir otanesque et qui a rallié plus ou moins ce qu'on appelle la nouvelle route de la soie, hein, et a passé des accords avec la Chine, la Russie, etc. Donc il y a aussi, dans cette gestion catastrophique, on va dire au moins de la Lombardie, une punition de Salvini et de la Ligue du Nord et de la Lombardie par les traîtres du pouvoir central représenté par Comté, qui en général sont des exécutants de l'Empire, de ce que j'ai appelé depuis longtemps dans Comprendre l'Empire, l'Empire. Hein, voilà. Donc il y a une guerre. Dans une gestion catastrophique d'une question virale, il y a aussi une guerre politique qui se joue, où on punit un adversaire. Je rappelle que Salvini a été chassé en fait du pouvoir qu'il avait réussi partiellement à prendre, alors qu'il est en réalité le préféré des Italiens, et que Comté, comme souvent d'ailleurs en Italie, ne représente pas du tout le désir de la majorité. Hein. On est quand même toujours dans cette Italie, rappelons-nous des années de plomb, hein, où il y a des guerres secrètes très profondes qui se jouent entre OTAN et je dirais nationalistes authentiques. Hein, voilà. Oui, alors ça, ce que je dis, c'est que si jamais à un moment donné l'économie totale s'effondre, et donc l'économie des classes moyennes, on renflouera les banques avec du faux argent, mais on peut aussi, parce que ça s'est déjà fait à Chypre il n'y a pas longtemps, en Argentine dans les années 90, et même aux États-Unis, on l'a oublié dans les années 30, on pourra décréter la captation de toute l'épargne privée sur les banques. Alors pour l'instant, on peut le faire, il y a déjà les décrets, hein, au-dessus de 100 000 €, en cas ce qu'on appelle, le terme technique, c'est quoi? Quand une banque fait défaut,
Hein. Oui, Quand une banque fait défaut, comme l'État libanais a fait défaut il n'y a pas longtemps, ça a été couvert d'ailleurs par la crise du coronavirus, hein, qu'un État comme le Liban, qui est quand même la Suisse du Moyen-Orient, même si cette Suisse a été pas mal affaiblie par le voisin israélien, comme toujours, hein, elle vient de faire défaut, ce qui est quand même pas rien, c'est un État qui fait défaut, hein, ils ne peuvent plus payer les bons du Trésor, ils y renoncent, hein, ils essayent même plus de tricher. Et ben on piquera toute l'épargne privée des gens sur leur compte en banque. Et je vous garantis que vous ne pouvez rien faire. Les Argentins, ils tapaient avec des casseroles sur les banques fermées et on bloquera. Déjà, vous pouvez vérifier que si vous voulez retirer de l'argent avec votre carte bleue, c'est plafonné. Si vous allez chercher de l'argent à la banque, on vous dira qu'on peut vous en donner très peu ou pas du tout. Donc on aura vol de l'épargne populaire générale dans le but de relancer l'économie. On vous habillera ça de vertu citoyenne obligatoire, hein, et puis là, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Je rappelle que dans les années 30 aux États-Unis, on a obligé le peuple américain d'amener son or privé, de le donner à l'État fédéral, dans le but de reconstituer les stocks d'or de Fort Knox. Qui fait d'ailleurs que ce stock d'or de Fort Knox était de l'or à 16 carats, parce que c'est de l'or impur, qui était strictement invendable sur le marché international. Il paraîtrait d'ailleurs aujourd'hui que même cet or à 16 carats a disparu et que c'est des barres de tungstène. Et d'ailleurs, quand les Allemands exigent, eux, tardivement, de récupérer leur or physique, pour l'instant, ils n'ont que des bons d'or papier, ce que j'appelle que De Gaulle, lui, l'avait fait. De Gaulle a sauté pour deux raisons. Il a récupéré l'or français et il a anticipé sur le pétrodollar, hein. C'est-à-dire le dollar indexé sur lui-même, en gros, et il s'est opposé à la puissance atomique israélienne. Hein. C'est deux raisons qui ont fait qu'il a été viré. Et je le rappelle, par la même communauté de lumière incarnée par Cohn-Bendit et Guesmar et toute la clique, qui est d'ailleurs toujours au pouvoir pour service rendu. Hein, même si c'est à gauche, parce qu'il y a toujours la clique de gauche au service de la clique de droite. Hein, le travail est bien fait. Hein. C'est tenu par les deux bouts. Donc on aurait captation de l'épargne privée, mais on peut aussi faire dans la même logique. Étant donné qu'on vous dit que le billet de banque physique est porteur de virus, pour éviter le virus, suppression progressive de tout l'argent papier, ce qui se fait déjà dans certains pays scandinaves, hein, comme expérimentation. Et là, vous ne dépendez plus que de votre carte bleue, c'est-à-dire du bon vouloir du pouvoir bancaire, qui peut faire au niveau individuel ce qu'ils ont déjà fait pour l'Iran, le Venezuela et même pour la Libye. Pour des raisons d'incivisme, on vous séquestre votre argent, vous ne pouvez plus y accéder, voire même on le transfère à quelqu'un qu'on estime plus méritant que vous. N'oubliez pas que c'est la banque qui détient votre argent et que vous êtes l'obligé de la banque. C'est pas la banque à qui vous confiez votre argent et qui vous paye un loyer de l'argent. C'est la banque dans laquelle vous êtes obligé de mettre votre argent puisque plus rien n'existe en liquide, ni vos salaires, ni même les chèques endossables, etc. Et la banque peut décider à un moment donné de vous faire payer des frais bancaires exorbitants, de ne plus vous donner de chéquier, de plafonner votre carte, mais même à un moment donné, si ça va plus loin, comme mauvais sujet, hein, décrété par le pouvoir politico-bancaire, on voit bien que c'est le même, hein, et ben d'un seul coup, il n'y a plus d'argent papier, et vous n'avez plus accès à votre carte. Et ben là, vous êtes mort socialement et réduit à la mendicité du jour au lendemain. Et là, je vous garantis que vous avez un moyen de pression politique et policière qui n'a pas besoin de passer par la violence physique. Hein. Vous finissez par crever de faim. Et ça, c'est aussi des scénarios de films de science-fiction. Je ne sais pas si ce scénario-là a déjà été... Ouais, faudrait chercher, mais moi, je vous le propose. Hein. Hollywood, là, si vous voulez, c'est le moment. Là, vous voyez comme un dissident, à un moment donné, est réduit à la mendicité et à la misère et à la mort sociale. Ben, ça s'appelle à la fin un SDF, par ce processus-là. Voyez. Donc tout ça, ça fait partie, dans un scénario, je dirais, défaitiste, pessimiste, de ce que peut faire l'oligarchie en se servant de la crise virale actuelle. Hein, voilà. Là, on voit bien que si on prend du recul, il y a deux camps. Il y a le camp, je dirais, Raoult, Soral, complot, qui correspond d'ailleurs, on va dire, à l'axe multipolaire, on va dire, Poutine-Trump. Hein, c'est-à-dire les gens qui disent, je rappelle que Trump a dit, c'est pas à cause d'une grippe saisonnière qu'on va détruire l'économie américaine. Mais il y a peut-être des gens qui ont intérêt, vu le chaos actuel, ont intérêt, ça s'appelle l'état profond, a à la fois intérêt à faire un reset généralisé, à faire tomber l'économie sous un prétexte viral plutôt que d'admettre que l'économie tombe à cause du capitalisme financier
qu'ils incarnent parfaitement et qui est une catastrophe que j'ai décrite et que plein de gens ont décrit, hein, je ne suis pas le seul. Et puis aussi, n'oublions pas que si, à un moment donné, on estime que la pandémie ne peut pas être gérée de manière rationnelle par dépistage, soins presque préventifs, mais qu'on la soigne de manière catastrophique, comme on la gère en Italie et en France, par le confinement généralisé et la mise à l'arrêt, donc la destruction de l'économie, notamment des classes moyennes, ça produira forcément l'arrêt du processus électoral aux États-Unis. Or, je rappelle que face à la réélection pratiquement certaine de Trump, les démocrates qui n'ont de démocrate que le nom, n'ont trouvé comme candidat que le pédophile Biden. Je rappelle d'ailleurs que si on regarde ce que c'est que l'histoire des démocrates américains, le saut qualitatif des démocrates, c'est libéralisme libertaire, c'est mai 68. Quand on voit que le slogan de mai 68, c'est « il est interdit d'interdire » et que sa dynamique, c'est la transgression, le stade ultime de la transgression en anthropologie, c'est la pédophilie et l'inceste. Donc en fait, il ne reste plus à la gauche qui a abandonné toutes les questions sérieuses et qui est dans le sociétal pur, il ne reste plus que la théorie du genre, c'est-à-dire les délires sexuels complètement déconnectés de ce qu'on appelle la réalité anthropologique, hein, que certains religieux appellent la loi naturelle, et effectivement la transgression ultime, c'est déjà dans Georges Bataille, hein, c'est déjà dans le Gilbert Lely, c'est déjà dans la lecture moderne du Marquis de Sade des années 60-70. Quand on va au bout de la transgression, bah, qu'est-ce que c'est que la transgression ultime? C'est l'interdit de l'inceste, hein, qui est le premier fondement de l'anthropologie, hein, c'est l'interdit de l'inceste. Pédophilie et inceste. J'ai regardé hier, parce que j'ai le temps à la télé, un film fait par, je crois, une femme qui s'appelle Anne Fontaine, et qui s'appelle Perfect Mother, où c'est l'histoire de deux mères de famille copines, qui sont d'ailleurs avec un mari disparu et l'autre féminisé et défaillant, qui finissent par devenir chacune la maîtresse du fils de l'autre. Et l'épilogue, c'est que à un moment donné, ils décident que c'est pas bien, qu'il faut arrêter en se mariant avec des gens de leur âge, etc. Mais à la fin, ils trouvent que c'est quand même plus sympa de finir effectivement dans l'inceste total. Et ça, c'est un film hollywoodien qui nous est proposé comme film de gauche, où d'ailleurs, quand on regarde, la bonne femme, elle tient une galerie d'art. Le mari, il est prof d'art dramatique à la fac. Un des gosses veut faire acteur. Enfin, on n'est pas dans la production, hein. Et je vois que au bout du bout de la gauche sociétale, gauche hollywoodienne, gauche libérale libertaire, gauche 68arde, son affirmation ultime, effectivement, c'est Biden, pédophile de la grande bourgeoisie, leurs représentants qui en plus captent par de la corruption le vote noir américain. On est là dans l'expression terminale de tout ce que Quanon, si tant est que Quanon exprime réellement la pensée profonde de Trump, j'espère que c'est vrai, on est au bout du bout. Quand on prend en réalité l'épopée progressiste par tous les bouts, et notamment la séquence mai 68 jusqu'à aujourd'hui, avec la phase Mitterrand, gauche au pouvoir, etc., là on arrive aux extrêmes, hein. Pédophilie généralisée, inceste inceste et théorie du genre, ce qui est très proche, hein, parce que dès lors qu'on est genré, tout est possible, hein. Stade ultime en fait de la transgression comme norme, ce qui est d'ailleurs une aporie, enfin je veux dire un oxymore, la transgression comme norme, mais on en est là quand même, hein. Et puis derrière, effectivement, une hyperclasse, on va l'appeler comme ça, une oligarchie. On l'a bien montré qu'elle était très très vétérotestamentaire et très très marquée communautairement, effectivement, qui se maintient coûte que coûte au pouvoir, ayant joué de toutes les cordes de la séduction, du progressisme, effectivement, qui aboutit aux gilets jaunes, hein, c'est-à-dire à une société à deux vitesses où il y a de plus en plus de perdants et de moins en moins de gagnants, et où ces perdants sont de plus en plus pauvres, et où ces gagnants de moins en moins nombreux sont de plus en plus riches, et de plus en plus arrogants. On a vu d'ailleurs la cérémonie des Césars, avec ce qu'on avait dit d'ailleurs Virginie Despentes, qui elle avait bien dit, dans la phase terminale du capital dégénéré, tout vous appartient, même nos corps, le corps des femmes et le corps des enfants. Sa rubrique, publiée d'ailleurs dans l'IB, petite concession. Compris, ouais. Ouais, mais là on voit bien en ce moment que face à la peur de la colère du peuple, qui est quand même, je crois que c'est une citation d'un grand auteur français qui disait « Je ne comprends rien à la politique sauf l'émeute », à un moment donné, les gens qui sont pris en sandwich, on va dire les représentants
officiels qui ne sont pas les vrais représentants, parce qu'il y a Porte-parole. les porte-paroles, on va dire, les attachés de presse qui sont les élus, mais qui ne sont pas le pouvoir réel, puisque je crois que Macron n'exerce pas grand-chose comme pouvoir. C'est Colère, hein, le vrai président derrière. Il faut, pour ça, lisez faits et documents. Eux, aujourd'hui, sont pris en sandwich entre leurs donneurs d'ordre plus ou moins invisibles, on va dire représentés par Attali, pour faire simple, et la colère populaire menée par Alain Soral. Et à un moment donné, il finit par avoir plus peur de la colère des Soraliens que des donneurs d'ordre attaliens. Et c'est là où il y a un phénomène en ce moment de bascule. On voit bien que le maire de Nice, qui est ô combien soumis à la communauté de Lumière, puisqu'il avait dit lui-même en privé, on me l'a rapporté, il faut en passer par là, hein, pour exister politiquement. Donc il n'y croit pas plus que moi, mais il fait ce qu'il doit faire pour se maintenir. Lui-même a fait l'apologie du traitement de Raoult. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il a été malade lui-même et sa femme. Donc à un moment donné, quand c'est ta propre vie qui est en danger, l'idéologie s'efface un peu devant la nécessité du réel. Et là, on est en train de passer dans une phase où on sort, je dirais, du débat idéologique et de la manipulation idéologique pour rentrer dans le dur de ce qu'on appelle la peur. Et la peur, et n'oubliez pas que j'ai expliqué, je crois, à M. Asselineau, que le fondement de la politique, c'était la peur, hein, c'est-à-dire la menace, la violence, hein, et que derrière la peur, quand il n'y a plus la damnation, puisque dans le monde ancien, il y avait la damnation, l'excommunication, la peur de la colère de Dieu, là, la seule peur qui reste, c'est d'ailleurs une phrase de Fritz Lang, qui est assez intelligente, c'est la peur de la violence physique et de la mort, hein, c'est-à-dire la souffrance physique et la mort. La maladie, hein, la pneumonie en phase terminale, ça fait mal, c'est douloureux, et la mort. Donc là, on est en train de sortir du blabla idéologique, c'est-à-dire de ce que je vois quand j'allume Arte à 20h30 avec la conne qui a les cheveux gris, là, je sais pas comment elle s'appelle. Isabelle Quint. Isabelle Quint, on est en train de sortir de cette guignolade pour arriver dans le dur, hein, dans le dur. La colère du peuple qui promet bientôt et on a Bigard d'ailleurs qui est dans ce camp-là, vos têtes au bout de pique. Et puis de l'autre côté, du blabla sur la théorie du genre, la transgression comme idéologie, le ricanement culturo-mondain, la mise en scène déconstructionniste de l'opéra classique sous subvention d'État, et toute cette merde, hein, voilà, toute cette merde, même sur le plan, je dirais, artistique et culturel. Là, effectivement, on est proche du reset généralisé, hein, mais reset économique, reset financier, reset idéologique, reset moral, reset politique. On s'en approche. C'est pour ça que je me demande même à certains moments si je peux pas bientôt prendre ma retraite, puisqu'en fait, tout ce que j'ai annoncé est en train de se passer. Et d'ailleurs, je le répète ici, je fais cette vidéo parce qu'on m'a demandé de la faire. C'est-à-dire que les gens veulent que Soral dise, même si le site le dit déjà, mais moi, je suis en train d'écrire un bouquin en ce moment qui prend de la hauteur par rapport à tout ça. Hein. C'est pas comprendre l'Empire, c'est comprendre l'époque. Hein. Et j'essaie de produire un livre pour la postérité. J'essaie parce que c'est bon, je veux dire, ça fait quand même, j'ai 62 ans cette année, ça fait un moment que je bataille dans quand même de la difficulté extrême, avec les attaques du monstre qui nous écrase, mais aussi de toutes les salopards qui m'attaquent par derrière, hein, parce que il y a cette double attaque, hein, qui d'ailleurs correspond à toute l'histoire du monde, hein, c'est pas exceptionnel, hein, ça veut dire que je fais le boulot. Là, je vous dis, mon désir profond, c'est de profiter de ce confinement, sauf si on vient me chercher pour m'amener dans un camp, mais en fait, je trouverai le moyen d'écrire d'une manière ou d'une autre. Moi, ce que je veux, c'est sortir pour février de l'année prochaine un livre de synthèse qui prend de la hauteur par rapport à toute notre époque, hein, voilà, et qui creuse encore un peu plus le sillon de comprendre l'Empire. Faire du commentaire au jour le jour, comme je le fais aujourd'hui, il y a au moins une dizaine de types performants qui sont capables de le faire en France aujourd'hui, même s'ils ne font pas la synthèse que j'essaie de faire là, c'est-à-dire de prendre le problème absolument par tous les bouts. Mais il suffit d'additionner Youssef Indy, Félix, Guyeno, Messan et d'autres, je m'excuse de ne pas nommer, d'éliminer les hystériques et les binaires grossiers. Hein. Là, j'ai reçu des messages assez agressifs. Il dit, oui, vous faites l'apologie de Raoult, mais Raoult, sa femme est juive et ses gosses sont juifs dans des écoles juives. À un moment donné, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Moi, je fais pas du Panamza. Hein. Voilà. Donc, moi, ce que je vois, c'est que ce que propose Raoult est cohérent, semble aller dans l'intérêt du peuple, et je me pose pas la question de savoir si ce serait pas effectivement au 2e, au 3e degré un agent parce que gna 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 gna. Je le dis, je juge les gens sur leurs actes. Hein. Moi, quand je critique Boer, Buzyn, Lévy, Jacob, Solomon, Doré, etc., je les juge sur leurs actes et leurs déclarations. Hein.
Je ne suis pas raciste et racialiste. Je ne crois pas que l'idéologie se transmet par le sang. Je crois à l'habitus, effectivement, à la prégnance du milieu, mais je laisse la porte ouverte. Tout le monde, on ne peut pas cesser d'être noir, mais on peut cesser d'être vétérotestamentaire, sataniste. Hein. Regardez sur Internet ce que c'est que l'agenda 21. Il y a un projet mondialiste qui est que pour bien gérer les populations, toujours au nom de la rationalité technocratique, hein, qu'il faudrait regrouper les populations dans les villes, où là on peut les gérer par, je veux dire, l'informatique généralisée, c'est-à-dire le puçage, les caméras, etc., etc. Donc l'oligarchie mondiale a bien compris ce que notre ami Piero San Giorgio appelle l'abad ou le survivalisme. C'est-à-dire que même ça, c'est anticipé. À un moment donné, il y aurait une possibilité de résister au nouvel ordre mondial en allant se réfugier dans les campagnes, ce qui existe déjà au Canada, aux États-Unis, parce que c'est un État fédéral, hein, c'est différent, avec des gens, puis c'est un immense espace, des gens qui se retirent du monde. Si on prend la version la plus extrême, on a Una Bomber, hein, qui lui, on est arrivé non seulement à se retirer du monde, à dénoncer la haute technologie comme le moyen de la dictature, et là on est exactement dans ce que je dis, hein, avec l'agenda 21, et qui même on a allé jusqu'à envoyer des bombes à ceux qui estimaient être les collabos de ce processus totalitaire. Hein, voilà. Donc l'agenda 21 dit bien qu'il faut regrouper les gens dans les villes, là où on peut les gérer, par de la robotique intégrale, hein, c'est-à-dire surveillance, ça va jusqu'à surveillance, il y a des caméras mais avec de l'auditif, avec des mots-clés, quand on entend certains mots, boum, ça allume et on suit le bonhomme, parce qu'on se dit complotiste en puissance. Tout ça est déjà dans les cartons, hein, on en a parlé, et ça renvoie profondément à ce qu'on appelle le plan Kalergi, hein. Pareil, j'en reparle régulièrement. Tout ça n'est pas du délire, tout ça existe. Hein, la Pan-Europe, je crois que celui qui en parle le mieux, c'est notre camarade Hilard. Et ça remonte aux années 20. Hein. N'oubliez pas que le désir du nouvel ordre mondial existe depuis juste le lendemain de la Première Guerre mondiale. En réalité. Et en fait, il y a eu des sursauts nationalistes à chaque fois qui sont opposés. Hein. Sursauts nationalistes, ça s'appelle les années 30, qui ont été châtiés violemment, on a pu le voir. Hein. Et résurgence du projet mondialiste qui s'appelle toutes les instances mondialistes, hein, l'ONU, l'OMS, la Banque mondiale, le FMI, etc., etc. Et là, on a à nouveau face à la violence de ce désir comment dirais-je, oligarchique qui s'appelle le nouvel ordre mondial. Rappelez-vous les discours de « nous irons vers le nouvel ordre mondial coûte que coûte ». Hein. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Tous ces young leaders, etc., toutes ces élites qui sont formées dans le but de soumettre les peuples des nations à ce nouvel ordre mondial, on a à chaque fois une colère néo-nationaliste qui ressurgit, que ce nouvel ordre mondial et ses agents essayent de gérer par le diviser pour régner, le métissage. Et là, on est dans une période, effectivement, de lutte, je dirais, à mort exacerbée, entre un nouvel ordre mondial totalement discrédité, qui est obligé de passer en force, par tous les moyens les plus déloyaux et les plus menteurs, et des peuples qui se révoltent de plus en plus violemment. Je veux dire, on va arriver sans doute là à la phase classe moyenne des Gilets jaunes, hein, ou à l'extermination de cette classe moyenne. Et donc on est là dans quelque chose de très intéressant. Je me rappelle que quand j'ai écrit « Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations », c'était en 2011, et je le voyais pour assez vite. Or, ça prend toujours beaucoup plus de temps. On est toujours pressé, hein, quand Marx... écrit au British Museum sur la révolution prolétarienne, il espère la voir. Il ne sait pas que ça va se passer après sa mort et ailleurs, et pas tout à fait comme il avait prévu. Et c'est pareil, moi, quand j'écris avec ce désir d'engagement, de lutte, puisque moi, je rappelle que j'écris, c'est pas un mode d'être l'écriture chez moi, je suis pas un graphomaniaque professionnel, j'écris par impuissance politique. J'écris par désir d'action, j'écris en attendant l'action. Je rappelle que c'est l'origine comment dirais-je, de l'essayisme moderne, c'est La Rochefoucauld. Ça provient toujours d'un échec politico-militaire et sur le tard. Hein, voilà. Je n'ai rien à voir avec les types qui écrivent 15 bouquins de suite sur l'ambivalence du libéralisme, parce qu'en fait, ils ont sombré, comme le dit bien Evola, dans les catégories bourgeoises de l'intellectuel, etc., etc. Je reste, moi, de ce point de vue-là, un évolien, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est l'homme total, et pour moi, l'écriture est une phase nécessaire, mais c'est un pis-aller, et ça ne peut pas être une activité, comment dirais-je, qui digère toutes les autres. Hein. J'écris dans le but de l'action, et j'écris en attendant l'action, et j'écris dans l'espoir de l'action. Hein.
réaction, quelle solution donc? Là, ça devient très dur. Je pense que tant que nous n'aurons pas, je dirais, nommé l'ennemi tel qu'il doit l'être, et qu'on passera par des périphrases ou qu'on tapera autour, j'en parle de temps en temps, même avec Bigard, j'en parle avec Dieudonné, j'en parle avec des tas de gens, tant qu'on ne nommera pas cette oligarchie, comment dirais-je, parasitaire et prédatrice, et qu'on ne la décrira pas exactement pour ce qu'elle est, sur quoi elle s'appuie en termes de texte fondateur, quelle est sa stratégie, quel est son passé et son passif, quelle est sa vision, quelles sont ses actions au quotidien, tant qu'on ne la nommera pas, hein, je dis bien ne la nommera pas, on ne sera pas entré dans la phase, je dirais, de subversion réellement active. On sera encore en train de tourner autour du pot, et pour d'autres d'enculer les mouches, hein, c'est-à-dire d'à chaque fois de s'en prendre soit aux ennemis secondaires, soit à des ennemis qui sont en fait des golems de l'ennemi principal. Voilà. On est très peu à avoir le courage de le faire. D'ailleurs, vous voyez que même quand je le fais par périphrase, parce que effectivement c'est un procès à chaque fois. C'est pas pour rien que j'en suis à 75 pratiquement procès quand j'additionne tout. Mais tant qu'on n'aura pas le courage de le faire, on ne sera pas encore dans le combat. Or, si on mène ce combat, on le gagnera, parce que nous sommes les plus nombreux. Nous sommes légitimes et nous avons le peuple derrière nous. Je le sais qu'on a le peuple derrière nous, j'ai le peuple derrière moi. Aujourd'hui, tout règne par la terreur, le mensonge et le diviser pour régner. Hein, voilà. Donc il faut qu'on sorte du diviser pour régner. Il faut qu'on sorte de la, comment dirais-je, de la peur. Hein, et il faut qu'on se libère du mensonge. Dès lors qu'on aura fait ces trois choses-là, c'est toute notre activité d'aider à le faire. Le combat peut être assez vite gagné, et même, je dirais, assez pacifiquement, parce que j'ai pu vérifier, parce que j'étudie l'histoire, que quand ces gens-là savent qu'ils ne peuvent plus gagner, ils se transforment très vite de loup en agneau. Et en général, ils se taillent, hein, ils dégagent. Et moi, à la limite, je n'exige pas plus. Hein, je leur demande simplement de partir. Hein, voilà, de partir et de nous rendre notre pays, qui est un pays riche, qui pourrait, où le peuple français, dans toutes ses composantes, pourrait vivre très heureux, simplement s'il se libérait de ces parasites prédateurs pervers satanistes. Hein, voilà. Donc le message est passé, et de ce point de vue-là, je me situe toujours à l'avant-garde. Hein, voilà, je le dis et je le répète, il va falloir à un moment donné avoir le courage de nommer l'ennemi, et tant qu'on n'a pas nommé l'ennemi, on ne peut pas engager le combat. Hein. Je rappelle, c'est du Carl Schmitt. À un moment donné, on déclare la guerre à un ennemi qu'on nomme. Tant qu'on ne l'a pas nommé, on n'est pas rentré en guerre. Or, nous sommes comme dirais-je, Macron, nous sommes en guerre, c'est-à-dire que ces gens-là sont en guerre contre nous, c'est ce que ça veut dire. Et Macron ne fait jamais qu'être le porte-parole, je dirais potentiellement sacrifié de cette guerre. Ces gens-là nous ont déclaré la guerre, ils sont en guerre contre nous. Cette guerre est écrite dans tous leurs textes, anciens ou récents. Hein, et à un moment donné, il va falloir, effectivement, qu'on se défende. Il ne va pas falloir qu'on fasse comme le Front populaire face à la menace hitlérienne avec Léon Blum. Il va falloir qu'on rentre en guerre. Et si on rentre en guerre, c'est-à-dire en déclarant cette guerre qui nous est déjà faite en guerre, je dirais, en guerre souterraine et en guerre perverse, cette guerre, on la gagnera, c'est certain. Voilà. On la gagnera avec Poutine, on la gagnera avec Trump, on la gagnera même avec Bolsonaro, on la gagnera avec tous les hommes de bonne volonté qui savent que avec le niveau qu'on a atteint de développement, on peut vivre très heureux, tous, en paix, sur Terre. Voilà, je finirai là-dessus.